oui, parfois de la charge mentale en plus parce que j'ai fait n'importe quoi administrativement et j'ai fait ça un peu tout seul dans mon coin et j'aurais mieux fait de demander conseil à des gens qui maîtrisent le sujet. Il y a beaucoup plus de débouchés en data engineering, ça c'est sûr. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas ces compétences-là, bah, formez-vous-y parce que ça va devenir, je pense, un incontournable. Je regrette pas du tout ce passage freelance parce que clairement je gagne plus, je prends plus de vacances et que je fais des sujets hyper variés que je pense que j'aurais pas fait en salariat. Bonjour et bienvenue sur Data Academy, la chaîne dédiée aux formations et podcasts data. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité pas comme les autres parce qu'il a une double casquette de data ingénieur et data scientist. Merci Florian d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Brenda et merci à toi aussi pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir et j'ai été flatté que tu me contactes. Alors Florian, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors moi c'est Florian, ça fait presque 10 ans que je travaille dans la data. Donc d'abord en tant que salarié dans des sociétés de conseil, en start-up, plutôt en tant que data scientist. Et petit à petit, j'ai commencé à ajouter donc cette double casquette data scientist et data engineer. Et depuis 3 ans, du coup, j'évolue en tant que freelance, et à la fois sur des sujets data science et data engineering. Parfait. Bah, du coup, tu as un parcours très riche. Est-ce que tu peux nous parler des formations que tu as effectuées avant de te retrouver dans la data? Oui, alors j'ai commencé par une formation plutôt professionnalisante, donc c'était un DUT statistique et informatique décisionnelle. Et après, donc j'ai poursuivi par un cursus universitaire, donc un master en statistique et en économétrie. Donc un profil plutôt matheux et la partie développement logiciel, on va dire, enfin, plus compétences de code sont venues plus tard, petit à petit, au fil des expériences professionnelles. J'ai plutôt commencé par de la pure statistique et petit à petit, je me suis dirigé vers le côté obscur, le dev. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter en data science, vu que tu as commencé par la statistique? Bon, en fait, c'est le côté curieux et en fait, la statistique, du coup, c'est quelque chose que je commençais à maîtriser, même si il y a il y a beaucoup de pans dans la statistique et on peut pas tout maîtriser, mais en fait, je suis assez curieux et je peux vite me lasser. Et c'est ce qui a fait que, une fois que j'ai goûté à la statistique, j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait à côté, donc la partie plus machine learning, après plus le côté data engineering, et je pense que, en fait, j'ai toujours évolué comme ça et ça continuera comme ça. Enfin, une fois que je commence à acquérir une compétence, j'ai envie d'aller voir, bah tiens, mais celle un peu plus loin, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je suis capable? Et, et du coup, ça me donne une palette un petit peu plus large sur toutes les compétences un petit peu data. Donc, j'ai fait un petit peu de data viz, de la data science, un peu de data analyse, data engineering. Donc, j'ai pas des compétences hyper pointues en deep learning, par exemple. Mais par Oui. contre, moi, mon point fort, c'est que je peux évoluer un petit peu sur toutes les chaînes de la data. Très intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as un parcours de bout en bout, depuis la data engineering, data science, jusqu'à la data analyse. Dis-moi un peu les outils que toi, aujourd'hui, tu utilises en tant que freelance. Et après, ça va aussi aboutir à ma question de quelles sont les missions qui reviennent le plus de chez tes clients en tant que freelance. Ok. Alors, dans les outils que j'utilise le plus, donc Python, forcément. Enfin, j'ai eu beaucoup de missions en cloud sur l'environnement Azure. Les deux autres principaux fournisseurs de cloud, je les connais quand même beaucoup moins. Donc AWS et GCP. Oui. Euh, donc beaucoup d'utilisation de Databricks, donc PySpark. J'ai eu pas mal de missions aussi sur du développement d'API, donc que ça soit donc toujours dans des frameworks Python, donc du Django, du FastAPI, du Flask.
Euh, de l'orchestration, sur la partie orchestration, donc il y a eu à la fois, enfin, toujours du coup en Python, un programme Airflow, et, Ouais. euh, et sur la partie Azure, donc un outil qui s'appelle Data Factory. Moi, j'aime moins cet outil-là, mais c'est le côté développeur qui parle, où Mm. du coup Data Factory, c'est plus quelque chose en clic-bouton, et on a l'impression de moins avoir la main que sur un outil comme Airflow. D'accord. Ok. Bah, très intéressant. Et aussi pour revenir à la question d'avant, je pensais à ça tout à l'heure, le fait aussi que R est moins la cote, c'est justement parce que par rapport à, j'ai pas répondu à cette question-là, mais sur l'évolution du marché, justement avant on était beaucoup sur sur de la statistique, du reporting ou des tâches de data science, mais un peu en instantané. On fait un scoring, on l'envoie et il y a une campagne derrière, alors que maintenant justement il y a toute la partie, on industrialise beaucoup plus les choses. Ouais. Il y a du temps réel et du coup, donc il y a vraiment des besoins plus forts d'orchestration et data engineering sur lesquels R progresse, mais était beaucoup plus en retard par rapport à Python. En Il y a- effet. il y a- Malgré que tu es sorti d'école, enfin, d'école, du coup, ça fait quoi? Ça fait 10 ans aujourd'hui. Est-ce que tu as continué quand même à te former et à travers quelle plateforme ou quel site web est-ce que tu as reçu des formations? Alors j'ai fait des formations quand j'étais en entreprise, donc des vraies formations avec des encadrants, mais sinon enfin, comment je me suis formé depuis 10 ans principalement, c'est donc soit via déjà pour les basiques Open Classroom. Ouais. Enfin, je pense que n'importe qui veut découvrir un sujet, il est passé par Open Classroom un jour. Mm. Et, euh, et après, sinon, c'est en faisant. Je suis data scientist, j'ai envie de monter en compétence sur du développement d'API ou de l'orchestration. En fait, moi, ma stratégie, c'était lire du coup, enfin, lire des ressources et après, pour moi, faut mettre les mains dedans. Ça reste la meilleure façon de se former. Il faut se dégager du temps. Ouais. Mais, mais c'est comme ça qu'on progresse, hein. À une époque, j'utilisais le temps de métro Ah oui. pour lire des choses. Et au final, j'étais beaucoup plus efficace à être 1 heure derrière un ordi et essayer de faire un vrai sujet qu'en lisant 5 heures d'un livre. Mm. Tout à fait. J'avais accumulé de la partie théorique, mais la pratique, c'est pour moi beaucoup plus formateur et on se confronte à des vrais problèmes sur des sujets qui nous parlent. Donc, la D'accord. formation commence rapide de mon côté. Très intéressant. Et est-ce que durant enfin, ton parcours professionnel, tu as déjà eu l'occasion de former, que ce soit en stage ou en alternance, des étudiants qui voulaient s'orienter en data? Alors, quand j'étais en entreprise, j'ai pas formé à proprement parler, mais j'adorais transmettre. D'accord. Quand il y avait des stagiaires ou des pas stagiaires mais des gens en tout cas qui étaient intéressés par la data et moi, j'étais le premier à vouloir échanger et essayer de la faire monter en compétences, mais aussi parce que moi je suis en demande et quand j'étais pur data scientist et que j'ai voulu monter en compétences sur la partie data engineering, j'allais voir et j'allais embêter les data engineers qui étaient pas trop loin de moi. Ouais. Donc c'est pour ça que ça me dérange pas du tout et moi j'ai beaucoup aimé transmettre comme ça. Et sinon dans un cadre plus officiel, euh, j'ai aussi été formateur pour les parcours, alors que je me trompe pas de nom, je crois que c'est data analyst et data scientist, il s'appelle juste comme ça, d'Open Classroom. Ah oui, Et, d'accord. et donc là je suivais des étudiants sur plusieurs mois. J'étais à peu près 3 4 mois à chaque fois. Waouh. Et, donc sur ouais, parcours data analyse et data science. Après, j'ai fini par arrêter. J'en ai pas fait si longtemps que ça, Mhm. parce que ça prend du temps. Beaucoup de préparation. Enfin, je voulais pas juste bâcler les 3 quarts d'heure d'entretien par semaine. Et du coup, être bien préparé, ça me demandait du temps et j'étais pas prêt à donner ce temps-là et je préférais égoïstement le garder pour moi pour faire du sport ou autre chose. Revenons un peu sur le parcours freelance. Du coup, quelle est enfin, la raison pour laquelle tu as décidé de t'orienter vers ce parcours-là?
Alors quand je me suis orienté, déjà, ça faisait 2 3 ans que j'y réfléchissais D'accord. et j'osais pas trop sauter le pas, parce qu'on se demande toujours si on est assez crédible pour être freelance, assez bon. Exactement. Heu, Après, il y a cette problématique-là, est-ce qu'on se sent pertinent ou pas? Il y a, la partie, bon, bah, c'est bien, je me lance, mais, est-ce que je suis assez bon commercialement pour réussir à trouver des missions? Est-ce que je vais pas me retrouver sans rien? Je prends quand même, parce qu'il y a quand même une part de risque au départ. Ouais. Est-ce que je suis pas en train juste de démissionner et pour me retrouver sans rien, sans rien, quoi? Mais, et en fait, comment ça s'est fait? C'est que, j'ai démissionné parce que j'ai démissionné d'un boulot finalement, je m'y retrouvais plus trop, enfin ça correspondait pas. Je suis parti en voyage, je me suis dit: «Bon, bah, de toute façon je reviens, j'ai plus de boulot à perdre vu que je reviens de ce voyage et du coup, je tente» et je m'étais dit: «Bah, si je trouve pas, de toute façon il y a toujours l'option, revenir au salariat», mais c'est comme ça que je me suis lancé, en n'ayant plus grand chose à perdre. OK. Et est-ce que, dans les premiers temps, ça a été difficile pour toi de démarcher, des clients? Oui, je savais pas du tout, clairement, je savais pas du tout comment faire et puis j'avais jamais, enfin, j'étais pas inscrit depuis longtemps sur des plateformes, j'avais pas du tout de réseau vu que moi j'avais du j'ai pas mal déménagé aussi Mmh. et du coup j'avais pas de réseau local donc j'avais commencé à essayer de m'en faire un. Mais les premiers mois, c'est clairement pas là où on a le plus de contacts. Ça vient petit à petit. Du coup, oui, le début, c'est le plus dur et l'idéal, c'est. Ouais, je sais qu'il y a pas mal de freelance qui ont fait ça, c'est comment enfin, être freelance pour son ancienne boîte à eux. Ouais, Ça, c'est la solution idéale quand on veut se lancer et avoir un petit filet de sécurité. d'accord. Est-ce que c'est facile pour, l'ancienne boîte de te récupérer en tant que freelance en sachant que tu as démissionné, en tant que Moi, salarié? honnêtement, j'ai même pas Ouais, osé le faire, mais, ouais. il y en a qui le font. Après, ça peut être même pas forcément la toute dernière boîte, mais d'autres avant, ou des gens qu'on a côtoyés dans une ancienne Exact. boîte qui sont partis ailleurs et qui nous connaissent, qui peuvent nous recommander. Ça peut être des choses Ouais, le comme ça. réseau. D'accord. Oui. Au final, moi, ça s'est pas passé du tout comme ça, mais je pense que c'est mieux si on peut avoir ces opportunités-là. Faut pas se dire oui, mais je triche un peu, je le connais, c'est mon réseau. Non, c'est Mmh. c'est le jeu, c'est le jeu d'être freelance, le réseau, ça compte et il faut s'appuyer dessus. Et donc tu disais que pour toi, ça n'a pas du tout été, le cas. Et comment est-ce que tu as donc fait, enfin, comment ça s'est passé pour toi? Euh, Alors, bah, moi, pendant 2 3 mois, enfin, pendant 2 mois, c'était le calme plat. Et, OK. euh, et un 23 décembre, la veille de Noël, j'ai reçu enfin, il y a 3 entreprises qui sont venues vers moi en me proposant 3 missions. Enfin, 3 entreprises qui m'ont proposé des missions en tant que freelance différentes. Donc j'ai été pendant 2 mois sans rien et le même jour, trois propositions validées. Waouh! Donc je suis passé de la frustration à mais qu'est-ce qui se passe? Bon, bah maintenant, faut que je choisisse. Et c'est le bon, c'est des bons problèmes quand on en arrive là, quoi. Et les problématiques de TGM, savoir, se vendre, est-ce que tu as aussi été, un peu, enfin, est-ce que ça t'a aussi, frappé comme certains? Est-ce que tu as dû, bien réfléchir pour savoir à combien il fallait, te vendre et si c'était pas trop par rapport au prix du marché? C'est alors la problématique du TGM, enfin, je l'avais il y a 3 4 ans quand j'ai commencé et en soi je l'ai toujours. C'était pire au début et maintenant je sais à peu près combien vendre, mais oui, clairement les premières missions, je dis, bah, en plus du fait qu'on n'ait pas de réseau et qu'on se lance et il y a pas d'émissions à profusion, on se dit bah je suis prêt à faire enfin, je suis prêt à être bas, moi j'étais un peu dans l'état d'esprit. Me donnez pas tant que ça. De toute façon, moi, je veux juste commencer, me lancer et on verra après. Ouais, C'est vrai qu'au début, c'est pas évident de fixer son prix. Et petit à petit, c'est bien aussi, du coup, pour ça, d'avoir un réseau, mais dans le sens, un réseau de freelance, d'autres gens dans la data, qui peuvent nous aiguiller là-dessus et nous donner des informations, des indications sur les prix du marché. d'accord. Et par rapport au salariat, est-ce que tu penses que, être freelance, ça demande énormément, de temps?
à consacrer ou est-ce que au final, c'est pratiquement, les mêmes charges de travail? Sur les à côté ou sur la charge? Sur la charge de travail, est-ce que, Moi, en fait, il y a juste sur la partie charge de travail classique, moi, j'ai pas senti de différence. Euh, Par contre, j'ai fait plein d'erreurs administratives ah oui. et du coup, j'ai eu oui, parfois de la charge mentale en plus parce que j'ai fait n'importe quoi administrativement et j'ai fait ça un peu tout seul dans mon coin et j'aurais mieux fait de demander conseil à des gens qui maîtrisent le sujet. Bah, du coup, aujourd'hui, vu que tu maîtrises bien le sujet, est-ce que tu peux donner des conseils, pour ceux qui vont démarrer, sur le plan administratif en tant que freelance? Et ben, soit pourquoi pas, soit pourquoi pas passer par des comptables qui aident à bien tout déclarer dans les règles, pas faire d'erreurs, soit si vous connaissez d'autres freelances sont issus à peu près du même parcours initial que vous, enfin, donc, parcours classique, on passe du salariat à auto-entrepreneur par exemple. Mmh. Je pense ils connaîtront un petit peu plein de problèmes que vous rencontrerez. Après, chaque cas est particulier, donc justement, il y a des dispositifs auxquels on a parfois le droit, parfois pas, parfois Mmh. on y a le droit, mais que 2 ans. Donc, ouais, faut vraiment bien creuser le sujet. Encore une fois, demander de l'aide soit à des proches dans le même cas, soit à des professionnels du sujet, quoi. Est-ce qu'un Mais moi, freelance j'ai fait des erreurs qui m'ont fait perdre du temps et clairement de l'argent aussi, quoi. d'accord. Est-ce qu'un freelance est un auto-entrepreneur? Bah pas, Obligatoirement. enfin, pour moi, auto-entrepreneur, c'est vraiment un statut, un régime. Et moi, j'ai commencé freelance, auto-entrepreneur. Mais là, donc, je suis toujours tout seul, mais je suis plus auto-entrepreneur parce que j'ai plus le droit de toute façon. D'accord, parce que tu as dépassé, le chiffre d'affaires d'un Oui, c'est ça. auto-entrepreneur. Voilà, C'est ça. OK. Donc, Qui est de combien, s'il te plaît? je me considère toujours freelance et je suis plus auto-entrepreneur. Ouais. Donc non, mais par contre, pour commencer en freelance, le statut de micro-entrepreneur, il a des avantages énorme parce que même si je me suis planté sur plein de choses administrativement, ça reste quand même le plus simple à gérer. Est-ce que tu as un peu les chiffres, en fonction du statut qu'on choisit? Par exemple, si on veut créer une micro-entreprise parce qu'on n'a pas encore parce qu'on vient de débuter, quel est, le chiffre d'affaires qu'on ne doit pas, dépasser? Ensuite, une fois qu'on l'a dépassé, quel est, selon toi, le statut suivant qu'il vaut mieux, prendre après l'auto-entreprise? Euh, alors, une micro-entreprise, déjà, si on dépasse 2 ans de suite, je crois que c'est 75 000 € de chiffre d'affaires, donc là, on n'y a plus le droit. Et après, ça dépend tellement des situations familiales pour choisir entre SASU et EURL que je pense pas que je puisse donner une réponse générique. D'accord. Mais, euh, mais pour moi, enfin, le choix qui m'a semblé le plus logique, c'était l'URL parce que ça permet quand même de se verser un salaire et de cotiser un minimum. Et à la fois, on n'a pas non plus, on a, enfin, on n'a pas des charges énormes comme en SAS Ouais. quand on se verse un vrai salaire et pas des dividendes. Donc pour moi, c'est un peu le URL, c'est un peu le compromis entre alors peut-être que je maximise pas totalement la rentrée d'argent, mais par contre j'en ai quand même une importante et je cotise. Je suis pas, enfin, je cotise même pour la retraite etc. D'accord Pour et moi, ouais, et OK. même en plus je dis que je gagnais pas financièrement par rapport à la SASU, mais en fait j'y gagnais quand même, même si je mettais tout l'air en dividende, mais je sais que Ouais. c'est rare et ça dépend vraiment des situations personnelles. D'accord, donc ça veut dire que, être, freelance, ça rapporte quand même bien assez qu'être un salarié? Oui, ah oui. Ouais. Non, mais moi, enfin, je regrette pas du tout ce passage freelance parce que clairement je gagne plus, je prends plus de vacances D'accord. et je fais des sujets hyper variés que je pense j'aurais pas fait en salariat. Enfin, ouais. J'ai pu parfois choisir des missions où je me suis dit, bon, parfois des moins payés justement, enfin Ouais. des moins payés que d'autres, mais beaucoup mieux payés qu'en salariat quand même, où je travaillais sur des sujets improbables. Enfin, j'ai fait une mission à un moment sur la chasse villageoise au Gabon. Ah oui.
on suivait des parcours de chasse et de villageois pour se nourrir ou pour vendre sur les marchés. Et du coup, enfin, c'est improbable d'avoir des visios dans des villages au milieu de brousse au Gabon pour débriefer sur les Waouh, questionnaires qu'on remplit en disant j'ai chassé tel animal, il faisait 5 kilos et je l'ai vendu sur le marché derrière. Enfin, très intéressant. des sujets géniaux. D'accord. Ah ouais, je comprends mieux pourquoi tu dis que tu as eu vraiment des missions passionnantes que tu n'aurais certainement pas eu en tant que salarié. Ouais, ouais. Ok. Et justement, pour revenir au freelance, la question que je pose toujours à ceux que j'interviewe et qui sont freelance, c'est quel conseil donnerais-tu? Donc toi, du coup, tu as parlé du conseil administratif, mais à part ça, quel autre conseil donnerais-tu à une personne qui veut se lancer en tant que freelance? À part la partie administrative. Bah là sur alors déjà pour revenir un peu à ce dont on parlait tout à l'heure, s'il y en a qui sont un peu hybrides entre data science et data engineering, vu la baisse du nombre de missions en data science et la montée au contraire du data engineering, si vous hésitez, il y a beaucoup plus de débouchés en data engineering, ça c'est sûr. Et du coup pour ceux qui n'ont pas ces compétences-là, bah, formez-vous-y parce que ça va devenir, je pense, un incontournable et des data scientists qui sont plus que juste capables uniquement de construire un modèle sans toucher au pipeline de données ou sans toucher à la data viz en se contenant vraiment que à la pure modélisation. Je pense qu'ils auront beaucoup plus de mal à trouver des missions. D'accord, donc c'est vraiment d'être polyvalent, le conseil que tu donnes à des freelances. Ouais, ouais, et surtout, si vous voulez être data scientist, c'est être un data scientist qui sache industrialiser son code, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est souvent des choses qui reviennent sur des missions, effectivement. Et aujourd'hui, enfin, tu as dit que tu regrettais pas du tout d'être passé freelance, mais est-ce que tu regrettes plutôt d'avoir pris beaucoup de temps avant de sauter le pas pour devenir Je freelance? regrette. Je sais pas si je regrette parce que même si oui, ouais. Bon, je sais pas si je regrette, mais c'est vrai que je pense que j'aurais pu le faire avant et j'aurais peut-être pris plus de plaisir. Mais après les premières années où j'étais pas freelance, j'ai quand même beaucoup appris. Et par exemple, la dernière expérience que j'ai fait avant d'être freelance, j'ai bossé avec des gens géniaux et qui m'ont justement permis de beaucoup monter en compétence sur la partie data engineering et qualité logicielle. Du coup, peut-être que je serais pas arrivé là non plus si j'avais pas fait toutes ces années-là avant. Donc, Ouais. Est-ce que tu t'es... clairement, j'aurais pu me lancer plus tôt, mais Oui. je regrette pas parce que ça m'a apporté d'autres choses que j'aurais peut-être pas eu en me lançant plus tôt dans le freelancing, quoi. Ok. Et est-ce que tu t'es déjà retrouvé à avoir une mission enfin, qui t'a semblé plus difficile que tes capacités sur le moment? La première en fait, justement quand je disais que j'avais eu la possibilité de faire le choix entre trois missions après 2 mois sans rien, et il y en a une qui m'intéressait plus parce que je connaissais pas. Sauf que en fait, sauter le pas en première mission freelance sur le sujet qu'on proposait qui nous intéresse le moins, bon, ça a été formateur, mais ça a été de loin la plus dure parce que je partais de loin, quoi. D'accord. Et dans ce cas, comment tu as fait pour justement délivrer au client l'attendu? Mhm. Et bah là j'ai bossé plus, enfin du coup je parlais tout à l'heure que j'ai pas eu, enfin que j'avais la même charge en salariat et en freelance. Et bah c'est vrai, sauf pour cette première mission où du coup j'ai pas mal bossé le soir pour combler les lacunes que j'avais, quoi. D'accord. Mais à part ça, Parce enfin, à que part la première mission, je connaissais pas les technos, enfin ouais, il me manquait beaucoup de choses pour être au niveau et du coup, enfin moi je me sentais pas bien. J'ai pas eu de retour négatif de clients, mais moi je me sentais pas à la hauteur. hmm, Et donc cette première mission, ouais, j'ai pas mal bossé le soir. ok. Enfin, je sais pas si aujourd'hui on peut appeler ça une entreprise quand tu es en EURL, mais est-ce que tu as déjà décidé de travailler à plusieurs pour des missions? Alors non, je l'ai pas fait. Bah là, en URL, ça fait pas très longtemps que j'y suis.
Et après, enfin, j'ai pas trop eu le besoin, je me suis pas posé plus la question que ça. Et après, commencer à gérer des gens, c'est aussi, là pour le coup, je pense que c'est clairement une charge de travail en plus. On devient vraiment chef d'entreprise avec des responsabilités envers d'autres gens. Mm. Et moi, comme je disais ce que j'aime dans la partie freelance, il y avait une des trois parties, c'est que justement, je peux prendre plus de vacances. Et du coup, quand je dis ça, c'est surtout me dégager du temps pour moi. Et pour l'instant, peut-être que ça pourrait être intéressant en termes de business, en termes de finances, mais je suis pas prêt pour le moment à passer ce cap-là parce que mon temps libre est plus important pour moi pour le moment. On sait, ça pourra peut-être évoluer, mais pour l'instant, je privilégie mon temps libre. Et est-ce qu'un freelance, il travaille 35 heures par semaine ou c'est exactement pareil? Ça dépend des missions. Il y en a où j'étais très à l'aise sur les technos et j'étais à 35 heures. Et si on parle de la première mission, là, oui, j'étais à 45 Ah oui, parce que ok. j'ai été polyglotte. D'accord. J'ai eu des semaines à 35 heures, j'en ai eu pas mal sans problème. Est-ce qu'il y a souvent certaines où tu as été à 30 parce que c'était encore plus simple? Non, je pense pas trop. Non, pas forcément. Non, j'essaie de faire un minimum quand même, et quitte à apporter un client plus content qui Ouais, va prolonger la mission parce qu'il a eu un petit plus. Et ou au pire, s'il faut, si j'ai une ou deux heures où je me dis, bah, c'est bon, là, j'attends un retour, je suis content, enfin, le client va être content, je me forme sur des choses annexes, quoi. d'accord. Et aujourd'hui, quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme? Euh, alors, dans les longs termes, j'en ai pas. Je sais pas trop, je change beaucoup trop d'avis et ce que je disais, je suis curieux, donc je veux élargir les compétences du coup, en moyen terme, j'aimerais bien continuer à progresser sur la partie MLOps. Ops, D'accord. Beaucoup de personnes en parlent aujourd'hui. comment? Beaucoup de personnes parlent du MLOps. Oui, Ouais. bah du coup c'est encore une petite compétence qui vient à côté et c'est un sujet qui est intéressant et qui devient de plus en plus indispensable aussi. Et du coup là moi, c'est un petit peu le sujet sur lequel j'ai envie de progresser à court moyen terme. D'accord. Et après sinon juste allez, l'objectif long terme, continuer à prospérer comme ça, parce que ça se passe bien et continuer à avoir des missions variées, intéressantes. C'est, je demande pas plus pour l'instant. Je suis très satisfait de ma situation actuelle. J'ai eu des grosses craintes parce que quand j'ai commencé en freelance, j'étais à Toulouse et j'ai quitté Toulouse pour aller à Caen. Donc Caen, on va dire que c'est pas le gros hub de la data. Ouais. Et au final, ça s'est bien passé parce qu'il y a eu le Covid et surtout du coup le développement du télétravail. D'accord. Alors une question, enfin la question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe vers la fin du podcast, c'est de savoir s'il y a une anecdote d'une expérience passée qui t'a la plus marqué du coup. Ça peut être triste, ça peut être drôle, ça peut être voilà tout ce que tu veux. Euh, alors là, comme ça, spontanément, faut que je trouve. Sinon, c'est plus tous les jours au quotidien, enfin pas tous les jours, mais plein de fois, où, ça arrivait sur plein de missions où on est tous là à se regarder, on se dit, mais pourquoi ils ont fait, c'est quoi ces choix technologiques D'accord. Bon, en tout cas, Florian, je te remercie vraiment d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à toutes nos questions d'avoir donné les conseils qui, j'espère, serviront à ceux et celles qui veulent se former aujourd'hui dans la data ou qui veulent s'orienter dans le freelancing. Et du coup, je regrette pas du tout d'avoir répondu rapidement à ton invitation. Donc merci à toi.